On va passer à la conférence suivante, à la table ronde, sur l'accélération de son business sur Internet. Et c'est avec Patrick Robin d'Avolta Partners qui va me rejoindre tout de suite sur scène, Alice Zaguri, cofondatrice de The Family, et Estelle, j'ai oublié son nom, pardon, Keraval, pardon, de Technopole Lannion, qui va aussi nous rejoindre sur scène pour parler d'accélération, d'incubation, bref, d'aide aux entrepreneurs. Bienvenue à tous les trois. Un micro pour chacun. Un autre micro. Patrick. Peut-être qu'il manque un dernier micro. Bon, si quelqu'un peut apporter un micro, ce serait vraiment gentil. Alors, parlons d'accélération de business. C'est vrai que Laurent Soli le disait assez justement, le marketing aujourd'hui, le marketing digital notamment, à repenser un petit peu ses propres métiers. On parle aussi d'écosystème qui a largement évolué. Et Patrick, en observateur depuis plus de 20 ans maintenant, je ne crois pas me tromper, je suis obligée de le dire, c'est quand même vrai, a véritablement changé. Aujourd'hui, on ne crée plus forcément une start-up comme avant. C'est peut-être un des débats qu'on va avoir ensemble. Tu as une vision assez précise de ce qu'est aujourd'hui, finalement, de ce que sont les modes d'accompagnement aujourd'hui en France, entre les incubations, les accélérations de business, les réseaux de business angels. Quelle est ta définition à toi de l'accompagnement, justement? Oui, c'est ma définition à moi, parce que je pense que chacun y met un petit peu ce qu'il veut, et c'est vrai que parfois on se mélange un peu les pinceaux sur les différents termes. Alors c'est vrai que si on fait une petite visite guidée rapidement de l'écosystème, on va parler des pépinières, j'accepte les espaces de coworking, on va parler des pépinières qui généralement sont des espaces qui fournissent simplement un lieu de l'espace de travail, un peu de logistique et rarement plus. Voilà. Ça, ce sont les pépinières. Et puis souvent, il peut y avoir tout un écosystème autour de ces pépinières. Et là, on pourrait parler des clusters, mais ça, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. Et puis après, il y a les incubateurs. Alors les incubateurs, les accélérateurs, la limite est parfois un petit peu ténue et l'un et l'autre parfois se marchent un petit peu sur les pieds. Les incubateurs, généralement, proposent systématiquement un espace, dans 90% des cas. Là aussi, un espace, de la logistique, du back-office. Back-office, ça peut être, je sais pas, de l'aide juridique, ressources humaines, etc. Et puis parfois, de l'accompagnement, un petit peu d'accompagnement, un petit peu de formation, etc. C'est ce qui en fait parfois un petit peu la limite avec les accélérateurs qui, eux, sont très axés sur l'accompagnement. Alors les incubateurs, normalement, s'adressent plutôt à des primo-entrants dans le monde de l'entrepreneuriat. S'adressent à des gens qui sont un petit peu au stade encore de l'idée parfois et qui n'ont pas encore véritablement commencé l'exécution. Comme dit justement les gens de la famille, ils disent effectivement c'est faire passer de 0 à 1. Ben, c'est un peu ça les incubateurs. C'est j'arrive avec une idée, je n'ai pas encore exécuté, je n'ai pas encore de traction, je n'ai parfois même pas de business model et l'incubateur va essayer d'accompagner jusqu'à ce qu'il y ait ce stade atteint. Idéalement, il ne faut pas rester trop longtemps dans un incubateur. Il faut, dès qu'on a son business model, il faudrait un peu avoir le courage d'en sortir. Et puis, il y a les accélérateurs. Alors, si effectivement, les incubateurs, c'est de passer du stade de l'idée à l'exécution, les accélérateurs, comme son nom l'indique, c'est d'accélérer. Donc, c'est a priori de s'adresser à des entreprises un petit peu plus matures, qui ont déjà normalement un business model, qui ont peut-être déjà même de l'attraction, et qui ont besoin de passer à la vitesse supérieure. C'est vraiment l'incubateur, on va dire que c'est le démarreur, et l'accélérateur, ça porte bien son nom. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors, en ce qui concerne les incubateurs, il y a plusieurs initiatives. Il y a des initiatives régionales, et elles sont très fortes et très dynamiques. Il y en a, vous en parlerez, mais il y en a effectivement dans toute la France, et il y a énormément d'incubateurs et d'accélérateurs d'ailleurs en région. Donc, initiative publique, souvent, régionale, initiative d'écoles et d'universités, initiative de plus en plus d'entreprises, de grandes entreprises, la Poste, SNCF, pas que des entreprises high-tech, bien sûr, il y a Microsoft, il y a Google, il y a Facebook, il y a tout ça, mais il y a aussi des entreprises traditionnelles qui aujourd'hui ont de plus en plus d'incubateurs. Et puis de plus en plus d'initiatives privées. Alors, soit effectivement parce que c'est redevenu très à la mode, le monde des startups, de l'entrepreneuriat, ça fait
j'ai envie de dire que ça fait presque 2 ans que c'est redevenu très, très, très à la mode. Et qu'il y a un business qui est en train de s'organiser autour de ça. Donc il y a aussi de plus en plus d'initiatives privées. Oui, parce que l'écosystème digital, je te pose la question à toi, puisque tu es observateur depuis longtemps maintenant, à quoi, une quinzaine d'années aujourd'hui, le digital en France. Donc ça veut dire que les incubateurs ne sont pas nouveaux, il faut être clair. Non, puisque les premiers incubateurs en France, ça a été République Allée et Kangaroo Village, auquel j'ai participé en tant qu'associé, mais qui avait été fondé par Philippe Ayat, qui est aujourd'hui patron d'un fonds qui s'appelle Serena Capital. Et voilà, donc tout ça, et puis il y en avait plein en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique qu'il n'existe plus aujourd'hui? J'ai envie de dire qu'il y a eu 2 événements. Il y a eu d'abord un événement sismique qui a été l'éclatement de la bulle Internet. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, c'est de se poser la question véritablement sur l'utilité des incubateurs. Et puis on est là d'ailleurs pour en débattre, ou des accélérateurs. Est-ce que des entrepreneurs comme, je ne sais pas, moi, comme Olivier Mathieu, qui est peut-être dans la salle, ou Pierre Kosciusko-Morizet, ou Marc Simoncini, ou Jacques-Antoine Granjon, seraient passés par un accélérateur à l'âge de 22, 25 ans? Je ne sais pas. Est-ce que finalement les accélérateurs ne s'adressent pas à un profil d'entrepreneurs qui sont pas qui peuvent devenir de très grands entrepreneurs, hein, mais un profil d'entrepreneurs qui finalement ont besoin d'être un peu rassurés, maternés, qui ont besoin d'être plus accompagnés. Donc finalement, qui peut-être, et tout ça est vraiment très au conditionnel, hein, ont peut-être moins l'âme d'entrepreneur. Mais on pourra en reparler parce que je sais que, par exemple, The Family annonce sur sa homepage qu'on ne naît pas entrepreneur, qu'on le devient. Je pense que ça pourrait être un point de désaccord avec Alice sur le sujet. Et puis pour juste finir rapidement sur l'écosystème et pas monopoliser la parole, il y a bien sûr autour de ça aussi maintenant, enfin pas maintenant, mais depuis de longue date, les réseaux d'entrepreneurs. Je pense au réseau Entreprendre, qui a été fondé notamment par la famille Muliez et qui aujourd'hui, qui depuis... Famille Muliez, grande famille de Lille, hein, oui, donc Auchan, en partie Decathlon avec la famille Leclerc, etc. Donc il y a ces réseaux d'entrepreneurs. Donc ça, les 3 premiers que j'ai décrits, hein, un petit peu environnement, ont quand même une approche héroïste, directe ou indirecte. Si je suis une initiative privée, c'est un business, donc je dois gagner de l'argent avec ça. Et puis si c'est une initiative publique ou d'entreprise, de grande entreprise ou d'école d'université, j'en attends un retour sur investissement au moins indirect. Et puis il y a des initiatives qui sont plus du bénévolat, qui sont presque des actions militantes, c'est-à-dire en tant qu'ancien entrepreneur, j'ai envie d'aider des jeunes, j'ai envie d'aider mon pays, j'ai envie ci, etc. Et ça, c'est les réseaux comme Entreprendre. Ouais. Il y a le MoveJ aussi, qui est un formidable vivier d'entrepreneurs. Et tout ça se fait dans le bénévolat. Et aussi des initiatives très personnalisées, entre guillemets, avec Ludovic Lemont de Sigfox à Toulouse, qui a mis ses deniers personnels pour monter un incubateur. On pense aussi à d'autres personnalités à Bordeaux, par exemple, comme le patron de Concours Mania, qui est une start-up un peu à succès et qui a envie, notamment avec l'aide d'Alain Juppé, d'aider son propre écosystème. Absolument. Et ça, c'est presque des super business angels aussi, parce qu'il y a aussi le réseau des business angels. Alors, on n'est pas si nombreux que ça, hein, malheureusement, en France. Des business angels actifs, c'est-à-dire qui font ça pour d'autres motivations que la déduction fiscale. On est peut-être 300, 400 en France. C'est ridicule, c'est ridicule. On annonce des chiffres de 4 000, 5 000, mais les 4 000, 5 000 font partie de réseaux de business angels qui ont plus à voir avec le Rotary Club qu'avec l'investissement. Donc voilà, voilà un petit peu le paysage tel que moi, en tout cas, je le vois. C'était bien de planter un petit peu le panorama. Décor, et je vois beaucoup de têtes qui se hochent à côté. Estelle, vous représentez le Technopole de Lannion, voilà. Qui existe depuis combien de temps? C'est pas tout nouveau. Alors, on a été créé en 1985, donc on fait le calcul, un peu plus de 20 ans, plus que ça, enfin bref. Est-ce qu'on peut rappeler la définition d'une technopole? Donc, une technopole, c'est de l'accompagnement de la création d'entreprises innovantes en mettant en réseau les entreprises, les laboratoires de recherche, l'enseignement supérieur et tout l'écosystème qui va pour le développement de l'entreprise innovante. Donc, qu'est-ce que vous avez observé en 2 décennies d'existence? Donc, par rapport peut-être à déjà la naissance récente ou moins récente en fonction des territoires, des accélérateurs, je pense que les technopoles et les accélérateurs peuvent être complémentaires. Effectivement, je pense qu'on intervient à des stades différents de la vie de l'entreprise.
La différence également que je vois entre les technopoles et les accélérateurs, c'est que les technopoles travaillent au service du développement économique d'un territoire. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des structures donc, associatives financées publiquement. Donc on a aussi un rôle sur le développement économique de notre territoire, sur le fait de pousser l'innovation sur nos territoires respectifs. Donc je tenais quand même à rappeler que donc il y a la technopole Anticipa, mais il y a quand même 6 autres technopoles en Bretagne, donc qui couvrent l'ensemble des agglomérations ou métropoles de Bretagne. Donc c'est vraiment un outil au service du développement d'un territoire. Je pense que les accélérateurs peuvent venir compléter notre offre, notre service, qui est un service à la fois d'incubation, d'hébergement, d'accompagnement, que ce soit un accompagnement individuel ou collectif, puisqu'on propose également, au-delà de l'accompagnement du business plan, toute la mise en réseau, mais également du parcours de formation pour permettre aux porteurs de projets d'avoir toutes les clés pour gérer au mieux son business. Qui sont les accompagnateurs donc de la Technopole de Lannion, donc c'est moi qui suis en charge de la création d'entreprises innovantes, et puis il y a également toute une équipe qui travaille autour de la mise en place de formations spécifiques adaptées aux attentes des entrepreneurs. Donc voilà, nous sommes 7 à la Technopole de Lannion. Et voilà. Alors, à contrario ou pas, en complément, on voit émerger de nouveaux accélérateurs, type The Family, qui a été cofondé par toi, Alice, avec une envie de pousser un petit peu d'être disruptif. C'était l'idée de casser un peu les modèles un peu anciens, avec parfois de l'arrogance même, c'est volontaire. En quoi est-ce que The Family est nouveau aujourd'hui ? C'est plus de l'impertinence que de l'arrogance, je crois, parce qu'on essaie de rester humble malgré tout. Alors en fait, juste parce qu'il y a une différente grille de lecture, et vu que là on essaie de vous donner un mapping de qui fait quoi, et finalement à quoi ressemblent ces cases, incubateur, accélérateur. Toi, Patrick, tu as une lecture qui est finalement maturité, phase, espace, pas espace. On pourrait en apporter une autre. En fait, finalement, on est tous réunis là en tant que représentants de structures qui essaient d'accompagner l'innovation. Et historiquement, l'incubation, c'est ce qui l'a permis. Et l'incubation, c'est quoi ? C'est le principe de dire, quand je démarre ma boîte, j'ai d'abord besoin d'un espace, d'un bureau, d'une photocopieuse. Et plutôt que ça me coûte cher, je vais le mutualiser avec d'autres. Et donc, c'est un peu le principe des incubateurs. Alors, avec l'émergence des startups, est né un nouveau modèle qu'on a appelé accélérateur, mais qui lui-même en fait est en train d'évoluer. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire accélérateur, il faut comprendre en fait profondément le changement de paradigme, même avec l'arrivée de ces nouveaux modèles de croissance qu'apportent les startups. C'est-à-dire qu'une startup, ce qui va compter pour elle, c'est effectivement absolument pas le fait d'avoir un bureau, une secrétaire et la photocopieuse mutualisée dans un espace. C'est pas ça qui compte. Vous savez, il y a le mythe du garage où on commence dans la chambre de bonne ou avec ses copains dans le garage des parents. Et c'est pas le fait d'être cosy dans un bel espace qui va faire que la boîte marche ou pas. Et on constate en parallèle dans ce changement de paradigme, en fait, un affaissement des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que dans les années 90, on avait besoin de quelques millions pour commencer à monter sa boîte. Aujourd'hui, en moyenne, on a besoin de 5 000 €. Quand il fallait, on parlait de la contraction du temps avec Facebook, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux passer de l'idée au produit en 3 mois sur le digital. À l'époque, il me fallait beaucoup d'argent à investir dans du RP, pour pouvoir me faire connaître, aller voir les journalistes. Aujourd'hui, j'ai Facebook. Donc si mon produit est bon, potentiellement, il peut avoir déjà un certain nombre de clients, etc., etc. Donc cet affaissement des barrières fait que finalement, ce qui compte au démarrage pour une start-up, ça va être d'être dans un environnement propice à l'échange d'informations. Donc ce qui compte vraiment, c'est le niveau d'information, la bonne information, ce que nous on appelle à The Family l'éducation. Donc c'est, alors on ne va pas se le cacher encore aujourd'hui, la majorité de l'innovation et du savoir émerge de la Silicon Valley. Maintenant, il ne s'agit pas de faire des copier-coller,
Les accélérateurs sont clairement des modèles inspirés de le célèbre Y Combinator d'où sort Dropbox et Airbnb. Mais on ne peut pas reprendre ces modèles et les coller dans notre culture à nous, françaises, qui est différente. Il ne faut pas analyser un écosystème Silicon Valleyien et se dire, bon, bah, en mettant des grands groupes avec des écoles et des incubateurs, ça va faire la Silicon Valley à Paris. Il faut comprendre nos assets, nos patterns à nous culturels, et à partir de là, construire sur la base de nos avantages. Voilà. J'essaie d'être brève. C'est ce qu'on essaie de faire à The Family. C'est-à-dire qu'on s'inspire concrètement du savoir, on sélectionne, on mâche et on offre ce savoir et on l'adapte en fait à la culture française. Donc c'est de l'éducation. Et puis on design un certain nombre de ce qu'on appelle. Est-ce qu'on peut être un peu concret dans l'accompagnement? C'est quoi typiquement? En fait, on fonctionne comme une école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, The Family accompagne 160 startups et elles viennent chez nous, soit online, soit offline, pour avoir des cours, de l'éducation, 2, pour avoir des privilèges. Donc on est parti du constat, donc tu disais on est radical, avec une certaine forme d'impertinence. On a décidé en se lançant, donc trois associés, d'absolument pas aller chercher de l'argent public pour ne pas être contraint par rapport à ça et pour pouvoir être sans langue de bois, je dirais. Et on est parti avec ce constat qui était, voilà, on pense que l'écosystème est toxique. Toxique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos meilleurs éléments sont contraints de partir pour pouvoir prospérer. Essayons de créer un écosystème qui ne le soit plus. Donc, on va designer ce qu'on appelle des privilèges qui font que nos entrepreneurs n'auront qu'une chose à faire, qui est de se concentrer sur le produit. Et tout ce qui est administratif, légal, compta, aller chercher les serveurs, etc., qui n'a pas de rapport direct avec le cœur du produit, on s'en occupe, à la manière d'une conciergerie. Donc, les personnes à The Family sont dédiées à aller faire ce qu'on appelle un peu à la manière d'un syndicat, en fait, des deals, négocier des deals, aller voir Amazon Web Services et lui dire, si tu veux que mes 160 superbes startups potentiellement utilisent ton service, fais un effort et dans l'offre que tu packages et dans le prix que tu fais. À la manière d'un syndicat, on rééquilibre le rapport de force. Donc c'est ça, essayer de détoxifier, entre guillemets, c'est rééquilibrer le rapport de force avec les investisseurs, avec les prestataires de services, et puis éduquer également les avocats qui eux aussi ont un train de retard forcément parce que c'est un écosystème émergent, donc c'est une mentalité, une culture émergente. Donc passer du temps avec eux, designer des packages légaux, sortir des contrats type R qui correspond à la note convertible qu'on avait aux États-Unis, en France, adaptable, en open source, etc. etc. Voilà. Et puis, donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie d'offrir, donc éducation, privilèges et accès au capital. Alors, j'ai justement une notion qui me semble assez intéressante à creuser ensemble, c'est cette prise de participation dans les startups accompagnées. Il me semble qu'à la Technopole, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'equity sur ce modèle-là. C'est un choix ou c'est parce que le modèle... Non, c'est le modèle qui l'impose. On est un modèle associatif et donc les entreprises participent au financement de notre structure par le biais d'adhésion, mais pas dans l'autre sens. Nous, on est le relais vers les financements publics et vers le capital risque, les business angels, pour leur permettre de... Si vous deviez changer votre modèle, vous le feriez ou pas? Aujourd'hui, non. Je pense qu'en tous les cas, au niveau des technopoles bretonnes, c'est un modèle qui marche et je pense qu'il peut venir en complémentarité des accélérateurs. Lorsque nos porteurs de projets arrivent, bon, déjà, on n'a pas que des porteurs de projets du numérique, on a aussi des porteurs de projets innovants, mais peut-être plus traditionnels. Donc, il est important de conserver nos structures, ce conseil ouvert et gratuit, tout en permettant de mettre... l'entreprise éventuellement en relation avec ses accélérateurs à un moment donné de sa vie au lancement, pourquoi pas. Alors justement, puisque l'objectif là c'est d'accélérer son business, c'est quand même aussi une contrepartie, ce fameux equity qui est intégré dans les modèles d'accélérateurs aujourd'hui, voire d'incubateurs. Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est aujourd'hui une relation win-win que de prendre 1 à 3%, ce qui est à peu près l'échelle de l'equity aujourd'hui des modèles d'accélérateurs dans les startups? Ça te semble bien, bon, sain? Qu'est-ce que tu en penses? C'est du business. Donc, c'est un business model. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Il y a une opportunité, il y a un effet d'aubaine en ce moment autour des startups. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait des entrepreneurs qui choisissent ce créneau. Et je ne vois rien à y redire parce que tout ce qui peut accélérer, favoriser l'entrepreneuriat en France, c'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas de souci.
Après, donner de l'equity, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un entrepreneur. Donc, il faut quand même véritablement bien jauger ce qu'on me donne en face. Si c'est m'expliquer comment on fait un business plan, comment on crée une offre produit, comment on crée une grille de rémunération, etc., j'ai pas besoin pardon, mais j'ai pas besoin d'un accélérateur pour ça. Je veux dire, il y a suffisamment de littérature là-dessus, il y a suffisamment de webinars, de MOOC pour les entrepreneurs aujourd'hui. Enfin, il y a suffisamment de choses pour le faire. Si effectivement l'accélérateur va peut-être parce que j'ai zéro réseau, parce que j'ai besoin de rencontrer des entrepreneurs qui vont essayer peut-être de partager avec moi un peu de leur expérience et m'éviter peut-être de refaire des erreurs qu'ils ont déjà faites, m'ouvrir leur carnet d'adresses, faire véritablement également du bizdev, oui, je pense que ça peut avoir du sens. Ensuite, il y a une telle multitude maintenant d'offres qu'il faut être un petit peu vigilant sur à qui on va donner des actions. Ce n'est pas juste je vais payer une facture, je vais te donner des actions, je vais prendre des associés. C'est extrêmement impliquant. Et encore faut-il que les gens à qui je vais donner ces actions et qui me promettent de m'accélérer soient des gens qui aient la légitimité pour le faire. Voilà. Donc à vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, de jauger, de juger de la légitimité des gens qui vont vous expliquer la vie, finalement, d'entrepreneur. Et là où, effectivement, par contre, on a un point de désaccord peut-être avec Alice, c'est sur deux choses. La première chose, c'est je suis d'accord avec elle sur un point, c'est pas parce qu'on met un hoodie et qu'on ne met pas de chaussettes ou qu'on se balade en tongs que pour autant on devient Mark Zuckerberg. Donc je pense que répliquer effectivement, moi c'est ce que j'avais lu un peu dans le site, puisque je ne connais que le site de The Family, je ne les connais pas. Ce que j'ai vu dans le site, j'avais un peu l'impression que ça avait un côté un peu copier-coller. Je suis passé par la Silicon Valley et je ramène un petit peu les bonnes pratiques de là-bas. C'est un peu moi ce que j'ai ressenti en regardant le site ou en regardant quelques interviews à l'occasion. Donc ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Les accélérateurs aux États-Unis, ça fonctionne dans le cadre d'un écosystème. Ce n'est pas un truc qui est posé n'importe où et on se dit on va répliquer les mêmes codes et puis ça va marcher en France. Si ça marche sur la côte ouest, dans la baie de San Francisco, c'est parce qu'il y a un poumon qui s'appelle Stanford. Sans Stanford, la Silicon Valley, à mon avis, n'existerait pas, ou en tout cas ne serait pas ce qu'elle est. Et c'est aussi parce qu'il y a, sur une seule avenue, vous avez 1000 VC. Là où, en Europe, si on en a 70 ou 80 d'actifs, c'est le bout du monde. C'est aussi un écosystème qui fonctionne parce que vous avez des sorties. Donc vous avez des entrepreneurs multimilliardaires qui réinjectent une grande partie de leur argent dans l'écosystème. Et il y a aussi des grands groupes, des Google, des Facebook, des Microsoft, qui sont également dans cette vallée et qui jouent avec l'écosystème et qui sont aussi des acquéreurs potentiels, etc. Donc il y a tout un écosystème. À New York, c'est un peu pareil, c'est ce qui est en train de se passer. Ça a été une volonté politique, c'est pas genre j'ai monté un accélérateur et puis on va attendre que ça marche et qu'il y ait plein de petites startups et qu'on sorte le prochain Google. C'est qu'il y a eu une volonté depuis 15 ans ou 10 ans, je ne sais plus, de Bloomberg, qui a été effectivement de s'appuyer sur un écosystème existant, qui était celui des médias, du marketing, de la publicité, etc., pour s'en servir comme marchepied pour développer une économie digitale à New York. Et pour ça, il a mis beaucoup d'argent, il a créé des fonds propres à New York, en capital développement et en capital risque. Il a passé des accords avec 17 universités à travers le monde pour créer cet écosystème, parce que ce qui nous manque aussi en France, c'est qu'on peut avoir tous les accélérateurs du monde. Va essayer de trouver un CTO la semaine prochaine. Va essayer de trouver un traffic manager la semaine prochaine. C'est compliqué. Alors que dans l'écosystème de la vallée ou dans l'écosystème de New York, tu as aussi ces ressources-là. Il y a aussi ces problèmes quand même de compétences, de la rareté de la compétence. Après, il y a le problème de l'infidélité là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état d'âme, c'est-à-dire que ton CTO, il peut te quitter du jour au lendemain s'il a un peu plus de stock ailleurs. Ce sont les développeurs qui font c'est pas le paradis non plus. Je ne suis pas en train de dire que c'est le paradis là-bas, loin de là. Les salaires sont exorbitants, il n'y a pas de fidélité. Les impôts sont exorbitants. Les impôts sont exorbitants. Bien plus qu'en France. Absolument. Ce n'est pas un paradis fiscal du tout pour les entrepreneurs. Etc., etc. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est un paradis, j'essaie d'expliquer l'inexplicable. C'est-à-dire
c'est quoi cette alchimie de la vallée et de New York Alley depuis 5 ans. Et voilà, donc je crois qu'on ne peut pas juste dire on va créer des accélérateurs en France, s'il n'y a pas aussi une volonté politique et s'il n'y a pas un environnement qui fasse qu'on est capable de créer des sorties et de faire en sorte que des entrepreneurs comme Olivier Mathieu ou d'autres qui sont dans la salle, qui sont multimilliardaires, réinjectent cet argent. Ça t'a réveillé quand même, tu vois. Réinjectent cet argent dans l'écosystème. Je veux dire, les accélérateurs, on pourra en créer tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas le prochain Google demain. Estelle, Alice, vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, alors moi je voulais ajouter quelque chose. Donc, les accélérateurs, c'est bien. La difficulté, c'est de continuer à créer des accélérateurs tout en n'oubliant pas les territoires hors région parisienne. Donc, par exemple, nous sur Lannion, on réfléchit à la mise en place d'un accélérateur, mais un accélérateur qui réponde à nos besoins spécifiques. Donc, on est parti du constat que sur Lannion, on avait beaucoup de compétences techniques, beaucoup de compétences technologiques, de belles fibres entrepreneuriales. Par contre, nos entrepreneurs sont un petit peu loin des lieux de décision, des lieux de marché. Et ça, c'est un gros point faible pour permettre leur développement et leur accélération. Donc l'objectif aujourd'hui, donc là on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Passion. D'autres technopoles bretonnes travaillent également sur des projets d'accélérateurs. L'objectif du projet Passion, c'est notamment d'offrir à nos startups la possibilité de recourir à des compétences marketing et commerciales partagées de très haut niveau pour leur permettre justement d'atteindre leur marché, de bien définir leur modèle économique pour réussir à trouver la croissance qu'elles méritent, puisque leurs idées sont très hautes technologiquement. Donc du coup, c'est un projet sur lequel on travaille, et c'est pour ça que je pense que les accélérateurs et les technopoles ont vraiment des complémentarités et peuvent vraiment coexister l'une à côté de l'autre. Dans le sens où les technopoles, je pense qu'il faut continuer à avoir cet esprit de proximité et cet esprit territoire pour qu'il n'y ait pas des déserts en France. Des déserts, je rajoute juste un détail qui est juste un point d'observation de notre côté chez French Web, c'est qu'il y avait un très beau projet par exemple sur Sophie Antipolis, qui était un projet sur le papier extrêmement beau, de bouillon un petit peu des nouvelles technos, des biotech, avec des pôles de compétences et du coup de mixer justement les modèles d'accélération TIC Technopole, qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, aucun mode de transport qui relie la Sophie Antipolis à Nice ou à Cannes, et que c'est un projet qui malheureusement se meurt un petit peu. On est allé sur place, on a vu à quel point les jeunes sont là, mais les structures n'existent pas. Donc, nous, on défend en fait le développement des compétences techniques sur notre territoire et le développement des compétences commerciales et marketing, pourquoi pas en région parisienne ou en tous les cas là où se fait le business. Une réaction, Alice, sur ce qui vient de se dire? Plein, mais alors on va les prendre une par une. D'abord sur l'enjeu territorial en fait. The Family, sur les 160 startups, on en a plus de 50% qui ne sont pas parisiennes. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'avantage quand on fait une startup, c'est que finalement, on n'est pas obligé de quitter son environnement culturel de base, si on se sent bien. On a l'exemple, tiens, si on doit prendre un exemple breton de Bringer ou Clever Cloud ou les Bunkers, qui est resté dans sa ville natale. Alors pourquoi? Parce que c'est cost efficient, parce qu'on n'a pas à payer un loyer aussi cher qu'à Paris déjà. Et puis parce que c'est agréable, c'est une qualité de vie. Et finalement, tout ce qui se passe à The Family se passe aussi online. C'est-à-dire que tous les cours sont aussi donnés online. Et effectivement, il faut de temps en temps créer du lien, partager des moments. Donc un coup d'avion ou un coup de train. Et on y est. Donc nous, en tout cas, on traite cette question-là comme ça. Et par rapport à la spécificité française ou pas de The Family, en fait, si vous voulez, je crois que d'abord, on est, je crois, le seul accélérateur à avoir un inspecteur des finances énarque en associé. Je crois que ça, c'est une spécificité française. C'est original d'avoir un fonctionnaire pour pousser des startups. C'est assez original. Mais c'était un truc, en fait, à la base, dès qu'on s'est lancé, on s'est dit, voilà, bon, il y aura Alice qui avait précédemment monté le camping, il y aura Oussama qui est un serial entrepreneur et business angel, et puis il y aura Nicolas Collin qui est une espèce de schizo,
schizophrène dans le sens où c'est un type qui a monté des startups et en même temps qui a fait l'ENA. Et c'est donc un type qui a écrit le fameux rapport Colin et Colin sur la fiscalité du numérique, donc qui est capable d'expliquer au top de la pyramide comment ça se passe au niveau de la révolution numérique et d'évangéliser, de démocratiser. Et pourquoi justement? Parce qu'on est en France et qu'en France, si on veut avoir le moindre impact qui ait du sens à une échelle nationale sur la nouvelle génération qui veut entreprendre, il va falloir que le haut de la pyramide suive. Et pour que le haut de la pyramide suive, il faut faire du lobbying actif. Donc on refuse l'argent de l'État au sens où on n'est pas dépendant de cet argent. En revanche, un tiers de notre activité est dédié à de l'éducation des parlementaires avec lesquels on organise des dîners à l'Élysée, des sessions de formation, des rencontres avec des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans une culture qui n'est pas une culture contractuelle à l'anglo-saxonne où on va faire du business pragmatiquement parce que les gens sont efficient, parce que les gens ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses efficacement. On est dans une culture où c'est plus lié à l'affectif. Est-ce que tu fais partie de mon réseau ou pas? Qui t'a recommandé? C'est comme ça. Alors soit on s'offusque et on fustige cette culture de l'élitisme, soit on la regarde et on va composer avec. Et c'est ce qu'on fait un peu à The Family. Finalement, The Family, le nom même, c'est une nouvelle élite. C'est-à-dire que c'est une espèce de groupe fermé, mais à l'intérieur duquel on met nos valeurs. C'est-à-dire qu'on reprend les codes de la culture française, ce goût pour rester entre soi presque, mais dedans, c'est un mec qui s'appelle Oussama, c'est une fille qui est CEO, et donc on y met nos valeurs à nous qui incarnent ce qu'on veut que cette nouvelle élite, cette nouvelle génération qui s'émancipe par l'entrepreneuriat représente. Vous voyez, et ça, je pourrais descendre la liste des patterns un peu français qui sont spécifiques. Est-ce que c'est vraiment français, Alice? Parce que quand tu vas à San Francisco, on en revient d'ailleurs. On était avec toi, Patrick, aux USA. C'était un hasard qu'on se rencontre là-bas. Mais cette culture de l'élite, elle existe partout. Partout, ces petits groupes très fermés, comme tu l'as décrit notamment, qu'on a vu sur place, existent. Aujourd'hui, Google ne signe pas avec n'importe qui. C'est parce qu'ils se connaissent, c'est parce qu'ils s'affrontent sur les mêmes marchés, c'est parce qu'il y a des réseaux extrêmement identifiés et très clairs. Le réseau des grandes écoles est quand même super particulier à la France. C'est-à-dire que quand tu veux trouver un job aux États-Unis, on ne commence pas par te demander ton diplôme. À la différence, c'est pas pour rien qu'on parle de self-made man, c'est pas pour rien qu'il y a la culture du start from scratch, la culture du get your hand dirty ou du feedback même, là-dessus ce qu'on appelle la give back attitude. On dit souvent qu'un des ciments du numérique, ça va être ce fameux mentoring, les gens qui give back. Alors ça, c'est un truc pareil. Si on copie-colle, ça ne marche pas. Chez nous, c'est du paternalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce réflexe, je dirais, culturellement naturel de rendre tout de suite aux jeunes apprenants et aux jeunes qui veulent se lancer. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de te dire que l'élite n'existe pas ailleurs. Évidemment, mais il y a quand même un certain nombre de spécificités qui nous sont propres. Et ce que je veux faire comprendre, c'est parce que la question au départ, c'était le point d'achoppement, est-ce que The Family est français ou est-ce que c'est un copycat d'un truc à l'américaine, finalement, qui n'a rien compris à la culture locale. Justement, on essaie de prendre en compte ces subtilités, ces petites différences. Ouais, on est dans une culture de l'élite, dans une culture du secret aussi, dans une culture paternaliste. Et donc, est-ce qu'on refuse ces caractéristiques culturelles ou est-ce qu'on compose avec et finalement, on fait la révolution en intégrant ces spécificités culturelles-là. En région, on parle aussi d'élitisme ou pas? Je pense que chaque territoire a ses spécificités et son élite. Donc oui. On sait que notre élite n'est pas sur le commercial et marketing, par exemple. Il y a une élite bretonne, je crois d'ailleurs, mais dans le bon sens du terme. Une élite n'est pas un gros mot, je pense pas, hein. Enfin, à moins que ce soit que chacun ait sa définition, bien sûr. Mais il y a un club des 30, hein, je crois. Les 30 plus grands patrons bretons. Ce serait intéressant qu'on développe dans la journée comment ce petit groupe aide ou rend un petit peu à son écosystème. On pense à Bolloré, bien sûr, d'autres noms assez connus. Peut-être vous avez des informations, Estelle, là-dessus, non ? Non, il y a un certain nombre de clubs, un certain nombre de réseaux et je pense que tout ce qui est parrainage, échange d'expérience, c'est vraiment une tendance forte que l'on voit se développer depuis quelques années. On parlait simplement un petit mot sur les grands groupes qui créent aujourd'hui leur propre structure d'incubation. C'est de la com ou pas, Patrick ? Oui, il y a une partie de com externe et de com interne aussi. Regardez, on est à la pointe, on est moderne, on ne s'endort pas, etc. On est vigilant.
aussi. On est vigilant sur des attaques, parce qu'on en parlera peut-être cet après-midi, puisqu'on va parler d'innovation dans les entreprises. Mais il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on sait que le digital va permettre à de nouveaux entrants de détruire notre métier, de le disrupter. Donc c'est aussi de la veille pour eux. Ça peut être aussi de futures acquisitions potentielles. Voilà, il y a un peu de tout, je pense. Mais c'est de la com aussi, oui, bien sûr. C'est de la com pour vous, Estelle, Alice? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Nous, on a le groupe Orange sur le territoire. Il y a une forte politique d'essaimage. Et c'est vrai que c'est aussi une façon de créer de la valeur sur les territoires avec un accompagnement des salariés qui souhaitent créer des entreprises. Je ne sais pas si c'est de la com, ça dépend comment c'est fait en fait. Disons que les grands groupes qui créent des incubateurs, généralement, ça va directement à la cata. C'est-à-dire que de la même manière que tu disais, il faut des gens qui ont la connaissance et l'expertise pour pouvoir accompagner des startups. Et il y a une nécessité d'alignement des intérêts. Et donc, ça veut dire que, il n'y a pas cette expertise-là. La culture top-down, grand groupe, elle n'est pas nécessaire. Enfin, elle n'a pas intrinsèquement la culture start-up. Et deux, les intérêts pour le grand groupe de pouvoir faire grandir des startups, c'est potentiellement pour du rachat. Donc cette vision-là, elle n'est pas nécessairement la meilleure. En revanche, la nécessité de créer des ponts, des liens entre les grands groupes et les startups, elle est fondamentale. Maintenant, toute la difficulté, c'est de trouver comment. Comment est-ce que... Alors, il y a quelques... comment dire souvent, j'ai constaté qu'effectivement, il y a des enjeux de com et que ça fait un peu même zoo. C'est-à-dire que des fois, à l'époque, quand je dirigeais le camping, j'étais notamment j'étais en partenariat avec des grands groupes et il m'arrivait parfois de me faire la réflexion de me dire zut, moi je veux pas que débarquent tous ces types en costard-cravate pour rencontrer mes jeunes à capuche qui vont faire les gentils pitchers rigolos et puis repartir derrière. Ce qui m'intéresse, en revanche, il y a eu des belles histoires, c'est quand la SNCF investit ou va devenir le premier client d'une jeune start-up type DocTracker. Donc en fait, comment dire, je ne peux pas juger l'action comme ça en tant que telle, c'est comment est-ce que ça se passe, à qui ça sert, à quoi ça sert, est-ce que c'est fait en bonne intelligence ou pas. Mais c'est fondamental en tout cas que nos grands groupes, parce qu'on est en France dans un pays centralisateur où les grands groupes comptent autant, qui comprennent, un, la culture start-up, et deux, qui prennent part là-dedans. Pour moi, il y a toute une partie éducation qui est fondamentale, et créer des liens. Donc, enlever ce côté peur, la peur des barbares, ces jeunes ninjas agiles qui sont en train de disrupter votre industrie, et finalement, voir où sont les points de collaboration possible, sans que ça nuise ni à l'un ni à l'autre. Donc c'est vraiment un jeu délicat. Nous, on s'y essaie, à The Family, de l'accompagner. Il y a un truc qu'on a monté qui s'appelle les Barbares Attaques. Donc c'est une soirée d'éducation pour les membres de Comex, où on explique, donc c'est Colin qui s'y colle, pendant 1 heure, voilà, la big picture dans votre industrie, qui sont ces barbares de la Silicon Valley qui sont en train de vous tuer. Ça permet de décomplexer, d'avoir moins peur, de savoir de quoi on parle, de commencer à s'y intéresser vraiment. Ça crée des groupes de discussion. Et puis ensuite, ils nous sollicitent pour rencontrer des startups qui pourraient les intéresser. Et nous, on est là et on fait le lien en fait, entre les deux. Alors, ça peut permettre aussi des belles sorties. Il y a certaines de nos boîtes qui avaient décidé de jeter l'éponge. On se dit, mais c'est pas possible, il y a une super techno, il y a une super équipe. Parce que c'est ce qu'on attend en France aujourd'hui. Hein. L'exit. C'est l'exit quand même. Hein. Il y a cet enjeu-là. Exactement. Et il y a un truc qui donc c'est encore une fois la culture française, le fait qu'on n'accepte pas forcément l'échec. Il y a un phénomène aux États-Unis qui est génial qui s'appelle le acqui-hire. C'est-à-dire que les 90% des boîtes qui sortent de Y Combinator ne sont pas Dropbox ou Airbnb. En revanche, il y a des super équipes qui vont créer un produit, une techno solide, qui n'a pas trouvé son marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Amazon, les Facebook, les Google et autres peuvent également faire leur marché, faire du acqui-hire, c'est-à-dire c'est la source direct de recrutement de super personnes et c'est une source d'innovation pour ces groupes-là parce qu'ils vont racheter des boîtes, mais surtout pour les équipes, et ils vont avoir l'intelligence de placer ces jeunes gamins à capuche à des postes stratégiques. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent une espèce de culture de l'innovation. Et ça, il faudrait que ça se passe en France. Alors nous, on l'a fait avec 3 boîtes.
Alors, oui, modulo, le fait que pour certaines boîtes, c'est aussi une façon de tuer un produit. On l'a vu avec Sparrow, une boîte française qui a été rachetée dans la Silicon Valley. Exactement. C'est à Et double oui, bien tranchant. sûr. Patrick a mis sa capuche. On va prendre une question, à moins que tu aies une remarque rapide, Patrick. Il y avait 2 remarques que je voulais apporter. C'était justement sur cette notion, parce que moi, ça fait 30 ans que je me pose la question de savoir si on est entrepreneur ou si on le devient. Et aujourd'hui, moi, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Vous avez l'air de l'avoir trouvée. Moi, je ne l'ai toujours pas trouvée au bout de 30 ans. Et c'est vrai que je me la pose encore aujourd'hui, je me la poserai sûrement encore longtemps. Et ce que je me dis, c'est que être entrepreneur, c'est un peu une auberge espagnole finalement. C'est une auberge espagnole où à chaque étage, on va trouver des qualités indispensables à être entrepreneur et puis des défauts nécessaires, ce que j'appelle les défauts nécessaires. Être entrepreneur, c'est bien sûr faire preuve de beaucoup de passion, de l'intuition, et puis si on a un peu de chance, de temps en temps, d'un peu de vision. Être entrepreneur, c'est avoir le goût de l'aventure, et pas celui du risque, contrairement à ce qu'on lit et ce qu'on entend très souvent. Les grands aventuriers, c'est ceux justement qui savent éviter de prendre des risques. Être entrepreneur, c'est aussi avoir le goût du paradoxe. C'est être capable de beaucoup d'humilité. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça chez The Family, de faire preuve de beaucoup d'humilité, mais également de savoir faire preuve de mégalomanie ou en tout cas d'excès de confiance en soi. Donc il faut souvent pouvoir swapper entre les deux. Puis être capable de frugalité et aussi savoir faire preuve d'énormément d'audace le moment venu. Voilà, c'est tout ça un petit peu être entrepreneur. Puis on peut rajouter un peu de courage, un peu d'abnégation, et puis de la qualité d'écoute, et puis de l'empathie, et puis tout ça. Voilà. Être entrepreneur, finalement, c'est être un super héros, mais avec 0 super pouvoir. Donc c'est chiant, c'est vachement dur. Et puis il faut se trimballer aussi ses doutes, il faut se trimballer parfois son stress, sa solitude, etc. Il faut apprendre à gérer tout ça. Donc c'est un peu tout ça, être entrepreneur. Alors, je ne sais pas si... Ce qui te dérange, c'est ce qu'on n'apprend pas ça assez aujourd'hui à la jeune génération qui veut se lancer, c'est ça? Non, c'est compliqué de l'apprendre. Ce sont à la fois des postures, des traits de caractère. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre dans une école, qu'on puisse l'apprendre dans les bouquins ou qu'on puisse l'apprendre dans un accélérateur. En revanche, il y a plein de choses très pratiques, très techniques qu'on peut apprendre. Et ensuite, on peut choisir son canal d'apprentissage. L'accélérateur, les bouquins, les machins, etc. Mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre encore une fois, ce que j'appelle de qualités ou de défauts nécessaires, de qualités indispensables ou de défauts nécessaires, qui font malgré tout ce qu'est un entrepreneur. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans les accélérateurs, ça va attirer peut-être une population qui est un peu différente, qui n'a peut-être pas forcément ces traits de caractère principaux, et qui, malgré tout, peuvent devenir de très bons entrepreneurs, mais en mettant l'accent plus peut-être sur la pratique, la technique, l'apprentissage, etc. Donc c'est pour ça que ça s'adresse à des cibles différentes, et je pense qu'il y en a pour tout le monde. En fait, juste ce qu'on dit tout simplement, c'est anyone can become an entrepreneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Ça veut dire qu'entrepreneur peut venir de n'importe où. Et notre plus grande source d'inspiration pour ça, c'est le dessin animé Ratatouille. C'est-à-dire que c'est un rat qui devient chef. Et c'est de ce film qu'on a tiré cette phrase-là. C'est un enjeu français, en fait. C'est de dire que le paradoxe en France, c'est qu'on a ces super formations, cette école gratuite, mais on n'envisage pas l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat est réservé encore à cette élite. Et je crois que l'innovation viendra de la diversité et de la mixité. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire passer comme message à The Family. Et donc, démocratiser, passer le message, mettre nos cours en ligne, les rendre accessibles, fait que on crée des ponts en fait avec cette nouvelle génération qui veut devenir entrepreneur. Après, sur la question de l'humilité, je ne vois pas bien qu'est-ce que vous voulez dire. En tout cas, on est suffisamment transparent dans tout ce qu'on essaie de donner, qui est trouvable en ligne. Les patterns, je veux dire, les schémas de pensée et le niveau d'ambition, je pense que c'est une priorité en France d'avoir ce niveau d'ambition qui aujourd'hui nous fait encore défaut. Et donc si c'est quitte à passer pour des gens qui manquent d'humilité, je veux bien pour donner de l'ambition à cette génération de futurs entrepreneurs. Non, je crois que quand je parlais d'humilité, ce n'était pas en ce qui vous concerne, c'était dans l'apprentissage. Je pense que c'est très important d'apprendre malgré tout l'humilité aussi aux entrepreneurs et de ne pas les faire rêver en leur disant vous êtes le prochain Google et vous allez être une boîte hyper scalable dans le monde entier et c'est génial. Il
faut aussi être réaliste, il faut aussi leur faire toucher du doigt la réalité, la difficulté de l'entrepreneuriat, et que ce n'est pas un miroir aux alouettes. Et parfois, excusez-moi, mais c'est le sentiment, quand moi je lis votre site, quand je regarde vos vidéos, vos interviews, il y a un petit côté com et paillettes, voilà, qui, vous le sentez bien, me déplaît, c'est tout. Bref, ça c'est dit. Non, juste un mot pour finir. Je donnerai juste un exemple. J'espère pouvoir résumer un peu, même si le débat est très dense et on pourra le poursuivre au déjeuner qui est maintenant d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez Euratechnologies, que j'aime citer en exemple parce qu'on n'en parle pas assez. Et peut-être que vous connaissez, vous, Estelle, ce cluster. Ben voilà, c'est souvent le. Peut-être vous connaissez sans doute tous les deux, évidemment. Euratechnologies, c'est né d'une initiative totalement publique, il y a maintenant plus de 5 ans. Aujourd'hui, Euratechnologies, c'est 150 000 m² avec 150 startups, des entreprises, des SS2I très classiques, hein, Capgemini, Corporate avec Microsoft, etc. L'INRIA avec des chercheurs un peu fous qui aident les start-upers à se développer. Stanford avec un partenariat quand même depuis plus de 4 ans. Stanford, quand ils viennent en France depuis 4 ans, c'est à Lille et pas à Paris. Donc ça, c'est important de le souligner. Et c'est surtout une volonté très personnelle. Et je pense que c'est ça aussi, ce qui ressort, c'est que c'est souvent l'initiative très personnelle. C'est un élu qui a dit oui, l'entreprise textile est morte, vive le digital. Donc il y a eu toute une symbolique de relais. Et je vous invite à aller voir les vidéos, les médias l'ont couvert. C'est extrêmement beau en termes de symbolique. Par contre, en dehors de ce beau projet que je présente sous ses meilleurs augures, il y a des start-upers dans ces 150 start-up qui sont en état de pauvreté extrême. Et effectivement, c'est toute la réalité du terrain aujourd'hui dans les accélérateurs, notamment en région et surtout en région, à 1 heure de Londres, à 1 heure de Paris et de Bruxelles. Il y a des start-up à fort succès qui sont en train de signer, je pense à Stéréographe, des buildings à San Francisco. Ils sont là-bas à Lille, hein. Mais ils arrivent aujourd'hui à remporter des appels d'offres internationaux. Et à côté de ça, dans le bureau d'à côté, il y a des gens qui ne peuvent pas payer à manger pour leur famille. Donc je pense qu'on doit le dire, et c'est vrai que sur ta formule de l'entrepreneuriat, il faut dire ces choses-là, elles sont utiles. Et je pense qu'il faut avoir le courage aussi quand on accompagne des startups, quelle que soit la structure, de dire, écoute, après observation, après travail avec toi, etc., peut-être tu n'es pas fait pour ça. Il faut avoir ce courage-là. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu sceptique dès qu'il y a du business autour. Voilà. Parce que ça enlève l'intérêt général. Voilà, j'espère qu'on aura bien fait le tour de la question. Une question, parce qu'on va déjeuner et je pense que vous aurez le temps de discuter avec eux. Je vais rappeler ta question, vas-y. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas tout concentrer à Paris? Non, parce que nombre de start-up, il me semble en tout cas, pardon de prendre la parole, mais oui, mais les centres R&D sont en région, et ça c'est clé quand même. Tout à fait, je suis d'accord. Je vous propose de poursuivre les débats pendant le déjeuner. Je pense que vous aurez l'occasion de toute façon d'interagir avec Patrick, Estelle et Alice, qu'on remercie. Merci beaucoup. Merci. Et on va reprendre, après la pause déjeuner, on reprendra une table ronde avec toi, Patrick, pour une thématique axée sur la transformation numérique. Il est temps d'aller manger. Je suis fatiguée. Et on se retrouve donc à 13h40. À tout à l'heure et bon appétit. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes ta vie et dans la nuit, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient.